Ah, super. Donc, juste, je redisais que nous vous présentiez tout d'abord à la fois votre mission au sein de la mairie de Strasbourg et ensuite Madame Persiani, qui est directrice de l'IREPS Grand Est. Et ensuite, on fera une petite pause au niveau de la table ronde pour des questions à la fois avec les intervenants de la table ronde, mais éventuellement la salle. Et puis après, on reprendra avec les 3 autres intervenants de la table ronde pour continuer justement cette discussion sur santé orale, territoire, et puis surtout toutes les missions un petit peu décentralisées de santé. Je vous laisse la parole, Dr Felt. Oui, merci à toutes et tous. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Voilà, donc bonjour, je vais faire une petite introduction sur cette slide de santé publique plus globale et ensuite j'aurai 2 slides de présentation plus spécifiques sur les questions de la santé bucco-dentaire. Donc bonjour à toutes et tous et donc merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis désolé de ne pas pouvoir être présent parmi vous. La ville de Strasbourg a une histoire très particulière autour des questions de santé. Lié à son histoire. Il y a un tout petit peu d'écho. Je ne sais pas si les collègues en ligne pourraient éteindre leur micro, parce que c'est un peu difficile de se concentrer avec cet écho. Oui, ça doit être les collègues en ligne qui ont certains... Voilà, je pense que c'est bien, merci beaucoup. Là, ah non, c'est toujours, j'ai toujours l'écho, sinon je vais tenter de le faire. C'est un peu désagréable, mais c'est possible. Il faut que les personnes en ligne éteignent tous leur micro. Voilà. Oui, je crois que c'est bon. Merci beaucoup. Donc, Strasbourg a une histoire très particulière qu'on appelle bismarckienne, qui est l'histoire de l'Alsace et de la Moselle. Mais Strasbourg était la vitrine, bien sûr, de la puissance allemande donc de 1870 à 1917. Et donc, ils ont voulu, dans une volonté, bien sûr, politique, de montrer aux Français ce qu'on pouvait faire, ils ont été très novateurs sur les questions de santé. Donc, c'est dans les années 1900 que les premières actions ont été mises en place. Des soins aux femmes enceintes et aux jeunes enfants qui étaient... les prémices de la protection maternelle et infantile, mais qui n'ont existé en France qu'à partir de 1945. Aussi un engagement très fort, et c'est là où on va pouvoir en parler, sur la santé dentaire. Et donc c'est sans doute une des premières mondiales, nous dit-on, de services de santé dentaire dans les écoles, avec des cabinets dentaires inscrits dans les écoles. Et il y en avait des nombreux, plus de 12 à une époque, vous allez voir comment on lit cela. Donc aussi un service de vaccination, un service aux plus précaires, un service de santé scolaire aussi, qui sont gérés normalement par l'éducation nationale, la PMI étant gérée normalement par les conseils départementaux. On a bien sûr maintenant des conventions de partenariat avec cela. Donc c'est une grande chance d'avoir un service santé municipal de plus de 70 agents qui œuvrent au quotidien, donc surtout là sur la santé des enfants, PMI, santé scolaire, santé dentaire, mais aussi plus largement sur la vaccination des plus précaires et les soins aux plus précaires. Voilà. Donc c'est la base historique et technique, mais aussi politique de cela. Je suis encore dans l'introduction, je reviendrai sur cette slide-là après, si vous voulez bien juste revenir, je vais encore dire deux, trois mots. Et donc aujourd'hui, Strasbourg est connu bien sûr pour travailler sur la prévention, sur le sport santé, sur ordonnance, sur la prise en charge précoce des enfants obèses et en surpoids. On vient de lancer avec Madame la maire ce qu'on appelle l'ordonnance verte, c'est-à-dire une action de promotion et de prévention des perturbateurs endocriniens pendant la grossesse avec des paniers bio, circuits courts gratuits et un accompagnement autour des questions donc de la chimie, du pétrole et de tout ce qui nous environne et qui impacte la santé de la femme, mais surtout des enfants à venir. Les maisons urbaines de santé dans chaque quartier populaire de notre ville. On aura là, à la fin du mandat, 6 maisons urbaines de santé dans nos quartiers populaires. Et puis, la seule, malheureusement, pour l'instant, avec Paris, de salle de consommation à moindre risque, avec unique en France, voire en Europe, un hébergement santé qui est attenant à ces salles de consommation avec 20 places
accompagner les personnes sur la santé. Et donc, pour finir mon introduction, j'ai entendu les différentes expressions. Je suis d'accord avec cela. Je pense qu'en France, on a des préventions qui sont sectorielles. Là, tout à l'heure, j'ai inauguré un espace sans tabac autour d'une école, des actions sur l'activité physique, sur l'alimentation, aujourd'hui sur les soins dentaires. Et il serait intéressant, comme par exemple le Danemark, j'ai eu la chance de discuter avec la directrice du service santé du Danemark, qui, eux, intègrent la prévention de façon complètement globale et pas par thème, en fait. Ils prennent en charge les personnes, notamment les plus vulnérables, avec des actions de prévention et de promotion de la santé globale. Voilà, donc mon introduction, nous allons passer sur la question donc, de la santé bucco-dentaire, donc slide suivante. Si vous pouvez, voilà. Donc là, vous voyez les photos des années 1900. Il y a eu donc jusqu'à 13 cabinets. Et ces photos-là, elles sont dans un endroit qui, pour moi, est très important. C'est l'aile médicale des bains municipaux. Les Allemands ont aussi voulu travailler sur hygiène et activité physique. Et donc, c'est les fameux bains qu'on vient de rénover pour 40 millions d'euros. Et on va voir une aile médicale des bains qui sera la maison du sport santé dans 1500 mètres carrés rénovée, patrimoniale. Mais historiquement aussi, parce qu'il y avait des actions de santé dans ce lieu, le cabinet dentaire municipal, c'est les photos que vous voyez à gauche, était basé dans ce lieu-là, donc dans une prise en charge déjà complètement globale, puisqu'on avait les soins par l'activité physique, les soins par l'eau, les soins par la boue, les soins par différentes méthodes qu'on n'utilise plus forcément. Et puis maintenant, voilà nos chirurgiens dentistes qui sont présents avec assistante dentaire à droite et le dentibus, et donc le nouveau bus qu'on a pu mettre en place grâce notamment au soutien de la caisse primaire d'assurance maladie, avec des accords bien sûr avec les dentistes libéraux, avec la faculté de médecine. Vous voyez les collaborations qui sont notées, avec la PMI et la santé scolaire qui sont donc des compétences dédiées chez nous, avec le fameux aller vers. Je suis très content que l'assurance maladie s'entende de plus en plus comme l'assurance santé, puisqu'elle va aussi sur les questions de prévention, et notre collègue chirurgien dentiste l'a bien évoqué sur ces évolutions. On peut passer à la slide 2. Donc la slide suivante, si vous voulez bien. Voilà, donc ça c'est un peu le... Voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc on parlait de dépistage. À Strasbourg, on dépiste tous les enfants. Alors 95-98% donc des écoles publiques élémentaires et de maternelles. Donc avec ce bus, mais aussi avec des cabinets dentaires qui sont encore dans les écoles. On a encore 2 cabinets dentaires qui sont installés dans les écoles, donc à l'intérieur des écoles, et on fait du dépistage bien sûr systématique, donc 22 à 23 000 enfants sont dépistés chaque année, mais aussi des soins. Là, vous voyez 400. Alors 400, c'est la réalité 2021. Ce n'était pas la réalité 2019. 2019, c'était 800. La crise sanitaire a été complexe parce que les bus, c'est un peu compliqué en temps de Covid. Mais là, on reprend et donc on peut arriver jusqu'à 800 enfants. C'est bien sûr les plus précaires. La ville prend en charge gratuitement tous les soins. Travaille bien sûr après en collaboration avec les chirurgiens dentistes libéraux ou la clinique dentaire des hôpitaux. Donc c'est un moyen bien sûr très puissant de prévention et de soins, de réduction des inégalités sociales de santé, dont vous savez l'importance en prévention et en promotion de la santé, mais en santé bucco-dentaire, beaucoup. Voilà. Donc on travaille aussi bien sûr avec la PMI, puisque la protection maternelle et infantile est également, les agents sont salariés de la ville de Strasbourg, et on a des actions ponctuelles dans les gens du voyage, les personnes en rétention administrative, pour aller plus avant avec ce dentibus qui est un outil tout à fait intéressant. Et donc c'est toujours assez étonnant de se voir dans une cour d'école un dentibus qui est maintenant, on parlait de la difficulté bien sûr d'aller chez le chirurgien dentiste, là il y a une sorte d'intermédiaire, puisque c'est le chirurgien dentiste dans son dentibus avec tout son matériel qui va dans l'école, et puis après bien sûr les transferts se font vers les collègues libéraux ou hospitaliers. Donc l'investissement a été important sur le dentibus, donc la caisse primaire s'est engagée également. Dans les dépenses de fonctionnement, il y a bien sûr une partie remboursée en actes par la caisse primaire, et aussi des moyens, puisqu'on est un centre de santé en fait dentaire qui aide, mais il y a un engagement bien sûr très fort de la municipalité, tant dans l'investissement que dans la prévention.
Et donc pour essayer de tenir, mais j'ai dépassé un tout petit peu mon temps de parole, en conclusion, voilà, bien sûr c'est quelque chose de tout à fait unique en France, mais ça me semble quelque chose à développer, alors dans des modèles qui peuvent être différents, hein, mais le fait de pouvoir aller bien sûr dans les écoles, d'avoir ce système qui est organisé, des cabinets dentaires physiques dans les écoles ou ce dentibus qui va dans tous les quartiers populaires de notre ville, nous permet d'avoir un accès aux soins de bonne qualité et d'essayer d'améliorer sa santé bucco-dentaire qui est fondamentale, hein, bien sûr, pour la santé, mais aussi pour le social, pour la stigmatisation, pour l'insertion, hein, puisque la santé bucco-dentaire a bien sûr beaucoup d'implications, je dirais, sociétales. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis on pourra échanger là, dans quelques minutes après les autres interventions. Merci à vous. Merci beaucoup. On va juste passer, juste après l'intervention de Dr Feltz, on posera des questions ensuite, à Madame Persiani, qui est directrice de l'IREPS Grand Est. Et je crois que c'est particulièrement important justement qu'elle présente un petit peu rapidement les missions de l'IREPS. Si vous pouvez désactiver votre micro à nouveau pour que je puisse vous entendre, merci beaucoup. Je coupe le mien. La technique était compliquée aujourd'hui. Oui, vous pouvez parler. Je vous entends, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc Marie Persiani, je suis la directrice de l'IREPS Grand Est. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie les organisateurs de m'avoir invitée et de me permettre aussi de parler de l'IREPS. Je ne sais pas qui parmi vous dans la salle connaît l'IREPS. Ah, c'est pas mal. Je suis assez contente parce qu'on n'est pas très bon en communication et donc on a du mal parfois à se rendre visible. Peut-être rappeler que l'IREPS a deux finalités principales. C'est la contribution à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et l'amélioration de la santé des populations. Et que pour cela, nous travaillons à partir des stratégies de la promotion de la santé, les 5 axes de la promotion de la santé. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais un premier axe qui est une politique publique saine. Donc, on pourrait dire que dans peut-être les activités plus locales sur lesquelles on réfléchit ensemble, une politique qui serait favorable à la santé, c'est une politique qui va non seulement être une politique de santé, mais aussi toutes les politiques qui vont contribuer à la santé. Donc, si on parle de santé orale, on voit bien que dans les premières contraintes peut-être des personnes, dans l'accès notamment aux soins, ça peut être les politiques de transport, hein, l'accessibilité géographique aux offres, et puis par exemple l'accessibilité aussi financière. Donc c'est vraiment ces politiques qui doivent être favorables et donc partir des contraintes qui pèsent sur les personnes. Ensuite, réorienter les services de santé. Donc ce sont tous les services offerts par les professionnels aux populations. Vous faites partie des services de santé pour la population. Alors ce ne sont pas que les services sanitaires, mais également tous les autres types de services, hein. Donc on pourrait penser par exemple dans les compétences des collectivités locales à justement tout ce qui peut être fait autour des questions de parentalité, d'accès aussi en termes au niveau de l'emploi, au niveau des transports, etc. Enfin, tout ce qui va contribuer là aussi à la santé. Dans ces services de santé, c'est pouvoir mieux travailler, hein, ça a été évoqué déjà ce matin, mais par exemple que les professionnels de la santé orale puissent mieux travailler avec les autres professionnels de santé. Nous, ce que nous observons, notamment dans les dispositifs locaux,
les contrats locaux de santé, c'est que peu de professionnels de la santé orale sont présents, et quand ils quand ils ne le sont pas, donc on a peu de relais parmi les autres professionnels de santé sur les questions de santé orale. C'est-à-dire que c'est pas forcément soit connu, soit les professionnels sont pas très sensibilisés, soit pas forcément formés et ne se sentent pas toujours très à l'aise pour évoquer ces questions parmi les autres professionnels. Créer des milieux favorables, donc il s'agit à la fois des offres. On a vu que on n'a pas tous les mêmes chances en fonction de là où on habite, en fonction de son genre, en fonction de son statut social, et que créer des milieux favorables, c'est bien évidemment pouvoir permettre à ces offres de se questionner à partir de ce que les personnes vont nous dire, elles, de leurs difficultés à avoir accès aux soins notamment. Donc dans ces milieux, c'est re-questionner donc les questions d'accessibilité, de visibilité. On voit beaucoup, par exemple, que le manque de lisibilité des remboursements par rapport au coût des soins dentaires, par exemple, est un frein majeur pour les publics. Ensuite, développer les aptitudes individuelles. Donc, on a souvent, donc nous qui accompagnons les professionnels et notamment les professionnels de santé, on voit que souvent, les professionnels pensent les actions à partir de ce qu'ils identifient comme étant les leviers majeurs d'action pour améliorer la santé, et souvent plutôt centrés sur les individus, c'est-à-dire en pensant que ce sont avant tout les personnes et ce qu'elles peuvent savoir, faire, qui va être fondamental dans les changements de comportement et plus largement, à plus long terme, sur l'amélioration de la santé. Or, ce qu'on sait, c'est que c'est avant tout les environnements, les conditions de vie socio-économiques, environnementales des personnes qui vont déterminer les comportements. Donc, ces aptitudes individuelles, bien évidemment qu'il faut les travailler. Il faut savoir que c'est en se brossant les dents notamment qu'on va se protéger, etc. Mais au-delà de ces savoirs, au-delà aussi de travailler la question de l'estime de soi, de la confiance en soi, pour s'engager dans des démarches, pour interpeller, demander de l'aide, etc. On pense qu'il faut avant tout travailler donc les autres axes que nous avons vus, et les aptitudes individuelles, on les travaille surtout pour permettre aux populations de pouvoir interpeller les politiques, de faire réorienter les services pour qu'ils soient plus adaptés, de faire évoluer leur milieu quand c'est possible. Et puis enfin, de renforcer l'action communautaire. Donc derrière l'idée de communauté, c'est des habitants dans un quartier, c'est des collégiens dans un établissement qui vont pouvoir avoir des objectifs communs, en tout cas partager un certain nombre de valeurs ou de conditions dans lesquelles ils peuvent être. Ça peut être des salariés en entreprise. Et à travers cette action communautaire, c'est l'idée de la participation. Et cette participation de la population, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, et à travers un certain nombre d'instances, la CRSA, et à travers nos dispositifs tels que les contrats locaux de santé, les PTSM, etc. L'idée de la démocratie se développe. Malgré tout, on voit que c'est encore très compliqué pour la population sans qu'elle ait, on va dire, une légitimité peut-être politique, ou en tout cas parfois qu'elle soit déjà dans des associations de représentants d'usagers notamment, que c'est compliqué pour une personne tout venant de participer à ces dispositifs parce qu'ils sont pas forcément connus, parce que les personnes ne savent pas forcément comment elles pourraient s'y intégrer, et que ça va là aussi nécessiter un certain nombre de compétences pour participer au milieu de professionnels, d'élus et d'institutions. Donc l'action communautaire, c'est vraiment à toutes les étapes dans les projets, dans les dispositifs, c'est construire avec les personnes à la fois identifier les problématiques, les priorités, mais aussi construire les solutions. Donc ces stratégies s'inscrivent aussi sur des valeurs qui nous engagent dans notre action. Donc une promotion durable de la santé, c'est bien à la fois à travers des politiques locales pérennes, la question du travail en intersectorialité, que va pouvoir se pérenniser justement une promotion de la santé durable. La question de la dignité humaine qui nous amène à éviter d'intervenir de façon injonctive ou stigmatisante ou culpabilisante, mais je suis convaincue que c'est pas du tout les approches des professionnels qui sont là aujourd'hui. Les questions d'équité, on a vu qu'on a parlé pas mal des inégalités, et que la question de l'égalité des chances, elle est vraiment au cœur, me semble-t-il, des préoccupations par rapport à la santé orale, puisque ça a été dit ce matin notamment par le président de Fabrique Territoire Santé, que il y a un
gradient social qui fait que cet accès à la santé, il se fait, et l'état de santé est vraiment proportionnel à sa position sociale. Donc, il y a vraiment des choses à faire, et de manière proportionnée aux ressources et aux contraintes qui pèsent sur les personnes. La démocratie, c'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les personnes, mais comment créer les conditions de la participation? Et enfin, en termes de responsabilité, c'est bien de rééquilibrer à la fois les questions de pouvoir et de responsabilité, c'est-à-dire que l'État est responsable de la situation et de la santé des personnes, autant que les personnes peuvent l'être pour elles-mêmes, ce qui veut dire qu'il faut travailler bien évidemment aux conditions qui vont permettre aux personnes de pouvoir réellement faire des choix en matière de santé. Donc, des choix éclairés, donc voilà, partage des responsabilités. Donc l'IREPS en Grand Est, c'est 45 professionnels, mais vous avez des IREPS dans chaque région. Donc des chargés de projet qui sont diplômés de master et de doctorat en santé publique, en sociologie, en travail social, en activité physique, en politique de santé, en psychologie, en nutrition, en information et communication. Et notre organisation s'articule à la fois sur une proximité territoriale. On est présent sur tous les départements avec des responsables territoriales bidépartementales et aussi avec des référentes d'axes qui sont donc garantes de la qualité des services qu'on offre aux professionnels de tout le territoire à Grand Est. Donc c'est 6 services auprès des professionnels, des politiques et des élus. Alors le premier appui aux politiques, je vous ai donné quelques exemples avec la possibilité d'aller regarder ces documents si ça vous intéresse. Donc pour illustrer l'appui aux politiques, c'est de l'appui notamment aux agents de l'Agence régionale de santé, mais également aux collectivités locales, et puis à la région, au département, enfin toutes les institutions qui ont pu être évoquées ce matin. Donc nous appuyons notamment les contrats locaux de santé et donc les agents qui accompagnent ces contrats, et puis également les acteurs de terrain, mais ça ce sera plus le volet appui méthodo. Donc nous avons par exemple évalué un contrat local de santé qui est donc un guide d'aide pour les coordonnateurs de contrats locaux de santé, parce que nous savons, pour accompagner beaucoup les acteurs de terrain, que l'évaluation est particulièrement compliquée pour les acteurs de terrain. Donc voilà, c'est un guide qui les aide. Nous pouvons aussi réaliser des états des lieux, donc là par exemple sur les actions nutrition en Grand Est, à partir de tous les financeurs qui financent ces actions. On pourrait très bien faire un état des lieux sur la santé orale en Grand Est également. On peut appuyer aussi les groupements hospitaliers de territoire et répondre aussi à des commandes plus spécifiques, par exemple le dispositif EPSIL, qui est un dispositif contre l'incurie dans le logement. Nous avons regardé les forces, les faiblesses et les recommandations pour améliorer ce dispositif, en allant interroger à la fois les acteurs qui ont élaboré ce dispositif, mais aussi les populations qui en sont bénéficiaires. Donc voilà, à titre d'illustration, l'appui aux politiques. Appui méthodologique, donc c'est de l'appui aux acteurs de terrain pour les aider à élaborer, mettre en œuvre, évaluer leurs actions en matière de santé. Et donc, comme je vous l'indiquais, dans les étapes de la méthodologie, notamment l'évaluation est donc un point essentiel pour les acteurs, mais également aussi la question des diagnostics, c'est-à-dire on a parlé beaucoup ce matin de besoins de la population, et nous, on essaie de réfléchir au croisement en fait entre les besoins qui peuvent être observés par les professionnels, qui peuvent être aussi observés dans la littérature, mais également les besoins qui vont être exprimés par les populations, leurs attentes, leurs préoccupations. Et la difficulté, alors notamment sur les questions de santé orale, mais là non plus je vous apprends rien, mais c'est que ça ne se croise pas toujours. C'est-à-dire que vous observez, vous en tant que professionnel, un certain nombre de besoins pour les populations, et parfois ça ne rejoint pas les demandes ou les préoccupations, ou en tout cas pas dans la manière dont des fois les offres sont mises en œuvre, ce qui veut dire que sans, là aussi, travailler avec les populations directement, et sans travail aussi sur la manière d'interroger les populations sur leurs besoins et leurs préoccupations, eh bien, on peut mettre en œuvre des réponses qui ne seront pas forcément adaptées et donc pas forcément utilisées. Et on sait bien que l'offre ne crée pas la demande, donc qu'il faut vraiment travailler de manière participative.
Donc on a par exemple réalisé un guide qui s'appelle Intervenir avec des personnes en situation de précarité, donc plutôt un nombre de critères, enfin un guide qui évoque un certain nombre de critères qualité et critères éthiques aussi d'intervention. Donc on a travaillé à partir des actions qui étaient portées par des acteurs dans le cadre du programme régional d'accès à la prévention et aux soins, le PRAPS. Donc on a interrogé à la fois les porteurs et on a interrogé aussi les bénéficiaires de ces actions. Et donc ce qu'on a pu observer, c'est un écart majeur entre ce que les acteurs disent qu'ils font, ce qu'ils pensent faire sur le terrain, dans la manière de faire, avec des objectifs absolument sincères d'améliorer, de contribuer à améliorer la santé des personnes, et puis la manière dont c'est vécu par les personnes elles-mêmes. Alors, je pense que cet après-midi, ATD Carmonde et le Secours populaire en parleront bien mieux que moi. Mais ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement, les populations se sentent souvent assez stigmatisées ou infantilisées, alors que ce sont bien évidemment pas du tout les intentions des professionnels, mais qu'il y a un écart et que le travail à faire, il est vraiment dans la création d'espaces de concertation, d'échange entre professionnels et populations pour mieux se comprendre et pour mieux travailler ensemble dans un partenariat, en fait, une alliance thérapeutique, j'aurais envie de dire, entre professionnels et personnes. J'avais envie aussi de vous parler du programme POIT très, très rapidement, parce que c'est donc un programme que nous accompagnons dans le cadre d'un contrat local sur Thionville, donc la communauté d'agglomération Porte de France, qui donc concerne la prévention de l'obésité infantile, mais tout un axe est dédié à la santé orale, justement. Et donc, parce que des professionnels étaient justement très investis et faisaient un certain nombre de constats auprès d'enfants, et notamment de catégories moins favorisées, bien sûr. En termes de formation, on a accompagné notamment les référents pédagogiques du service sanitaire des étudiants en santé, donc, et puis également, nous accompagnons également les étudiants qui nous font des demandes. Donc on a par exemple des formations qui ont pu être menées sur la méthodologie de projet, avec toutes les limites qu'on connaît, c'est-à-dire que développer des actions efficaces sur 5 axes, ça ne peut pas se faire en quelques mois. Voilà, mais en tout cas, pour essayer de développer un peu les critères qualité et d'aider les étudiants dans ce contexte contraint aussi à mettre en place des actions qui pouvaient être évaluées. Intervenir auprès des personnes en situation de précarité, par exemple. On a beaucoup de formations pour aider notamment les acteurs à mieux comprendre aussi les contraintes donc, qui pèsent sur les personnes et pouvoir se former à mieux appréhender les publics, faire émerger les demandes, etc. On a également des formations à l'entretien motivationnel. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent aussi. Donc, c'est vraiment des entretiens qui sont centrés sur la personne et qui permettent, là aussi, de pas proposer les solutions à la place des gens, mais bien partir des préoccupations des personnes, de pouvoir écouter les difficultés et trouver des solutions ensemble. Nous avons aussi une formation à la participation qu'on va mettre en œuvre cette année avec des personnes, des vrais gens, j'ai envie de dire, comme le disait professeur Jean-Pierre Deschamps dans ses cours, qui vont associer là aussi professionnels et personnes. Et puis, partage d'application des connaissances. Donc là, c'est un peu le lien avec tout ce qui est donné de la littérature. Donc nous réalisons des revues de littérature, par exemple, sur les études d'impact sur la santé, c'est-à-dire si on crée, un service de santé orale dans un quartier, quels seraient a priori les effets de cette création sur le quartier auprès de la population des personnes. On a fait aussi une revue sur la participation qui pourrait vous intéresser, donc je vous invite vraiment à les découvrir sur notre site. Et puis, dans le cadre de partage et application des connaissances, quelque chose qui me semble vraiment fondamental par rapport aussi à vos pratiques, à tout ce que vous faites, à tous les savoirs expérientiels que vous avez à travers les programmes que vous pouvez mener, c'est aujourd'hui les capitalisations. On parle beaucoup de capitalisation dans la question du transfert de connaissances en santé publique. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, je vous donne un peu les finalités de cette capitalisation, c'est vraiment d'aller interroger, en fait, plusieurs types de professionnels, de bénéficiaires d'actions. Et c'est un petit peu de l'ordre
d'un temps réflexif en fait sur les pratiques qui permet à travers l'interrogation des professionnels de comprendre ce qu'ils ont mené dans leur programme, les objectifs de ce programme, ce qu'ils tirent comme leçon de ce qu'ils ont fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné aussi, parce que c'est souvent ce qui n'a pas fonctionné qui nous permet vraiment d'améliorer dans nos pratiques. Et puis ça permet de partager ces connaissances-là, ces savoirs expérientiels auprès des autres acteurs et de rendre visible ce qui se fait. Alors il y a un portail, c'est ce que je montrais juste avant, le portail CAPS, que vous connaissez peut-être, je vous invite à y aller. Pour le moment, c'est un portail national avec un certain nombre d'actions qui peuvent être faites dans les régions. Donc nous, on a plusieurs chargés de projet formés à la capitalisation. Pour le moment, il n'y a pas du tout d'action capitalisée sur la santé orale. Donc c'est dommage, parce que ces actions-là permettraient de montrer ce que vous faites et ce que ça nous apporte en termes de savoir, et comme nouvelles données probantes, j'allais dire, en matière de santé publique. Et puis enfin donc une partie documentation, par exemple une boîte à outils que nous avons réalisée sur le service sanitaire, donc voilà, vous pourrez aller voir. Et puis également, donc j'entendais tout à l'heure sur le programme MTDAN, on a fait quelques petites recherches, mais c'est vraiment très très humble, parce que c'est une personne qui a travaillé moins d'une journée sur le dossier, mais qui a essayé de regarder dans la littérature ce qui pouvait être trouvé sur le programme. Donc je pourrais le mettre à disposition des professionnels qui sont intéressés. Enfin, on a un axe programme, c'est le dernier. Donc là, c'est vraiment des expérimentations qu'on peut mener dans le Grand Est, bien évidemment. Donc notamment, par exemple, dans l'éducation thérapeutique, nous avons donné la parole aux patients bénéficiaires de programmes d'éducation thérapeutique, et aussi des patients qui n'en ont pas bénéficié ou qui n'ont pas voulu intégrer des programmes, et on est allé regarder pourquoi. Et donc on a vu qu'effectivement il y avait un déficit souvent de participation des patients et des personnes atteintes de maladies chroniques dans l'élaboration de la mise en œuvre et l'évaluation des programmes, des difficultés d'accessibilité, on en a parlé ce matin. Alors souvent on parle de l'accessibilité financière et géographique au programme, on parle moins de l'accessibilité plus socio-culturelle. C'est comment est-ce qu'une offre va être vraiment adaptée aux personnes et aux contraintes. Donc voilà. Ça avec les questions. Oui, ça merci. Ne pas parce que Et puis dernier document juste que je mets à disposition, c'est les collègues de l'IREPS Occitanie sur les dynamiques territoriales de santé. Merci, excusez-moi, j'étais un petit peu... Merci, oui, parce que là, le temps passe et on aurait aimé un petit peu interagir avec Dr Felt, s'il est encore là, je ne sais pas. Voilà. Merci, excusez-nous de ce retard. Donc, je vais peut-être vous poser déjà une première question, parce que comme ça va nous permettre de débattre avec l'ensemble des personnes qui sont sur la table ronde. Je voulais juste vous demander quelle est, du coup, votre interaction entre promotion de la santé et dépistage, justement, par rapport à ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il y a des relations qui sont actées avec l'IREPS, par exemple? Et puis également, est-ce que vous avez des relations avec la faculté, je suppose aussi? Voilà, donc juste replacer un petit peu les actions de la mairie et de la ville de Strasbourg par rapport à l'ensemble du département et bien sûr avec l'odontologie et les acteurs du service sanitaire ou les étudiants eux-mêmes qui font des actions de prévention. Est-ce que... voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu la question. Je vois... Pas sûr. Docteur Fels, vous nous entendez? Il n'y a pas de connexion. Bon, ça va être compliqué, là. Je sens que ça va être compliqué. Docteur Fels? Ouais. C'est pénible, la technique. Elle est coupée? Bon, bah, écoute, je crois qu'on va... On laisse tomber?
Bon, on laisse tomber. Hein? Alors, est-ce que... Ah, ça y est. Il revient? Non. Bah, du coup, est-ce que un des enseignants de Strasbourg peut répondre, peut-être? Professeur Musset? Professeur Hoffner? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... est-ce que, par exemple, vous avez des corrélations avec l'IREPS Grand Est? Et sous quelle forme? Et par rapport à la promotion de la santé, essentiellement, est-ce que vous intervenez sur ce Bucobus? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. Oui, il y a des relations fortes avec la ville de Strasbourg, notamment dans des stages de santé publique, de dépistage qui sont réalisés en 6e année, avec un partenariat qui est établi depuis longtemps maintenant avec les acteurs de santé de la ville. On a aussi des contacts privilégiés dans le cadre du service sanitaire, parce que justement, quand on intervient dans les écoles, il faut se coordonner avec la ville pour savoir ce qui est fait. Ça ne sert à rien de faire les choses en doublon et on est plus efficace comme ça. Alors, on a beaucoup plus d'interactions avec la ville qu'avec l'IREPS à proprement parler, même si on a été en contact au démarrage du service sanitaire. Voilà, et je pense que c'est avec la ville et la faculté vraiment un partenariat qui marche bien depuis longtemps, qui a montré des bons résultats. Et je pense que même c'est pas que je pense, je suis sûr, parce que j'en ai le retour, que les étudiants sont très contents aussi d'effectuer ces stages. Depuis quelques années, c'est un peu une piqûre de rappel aussi du service sanitaire qui a été mis en place. Donc voilà, ça leur permet d'ancrer encore un peu plus la culture de la prévention dans leur démarche professionnelle. Au niveau de l'interprofessionnalité, est-ce qu'il y a des actions entre justement le service de médecine de la ville et les étudiants en odontologie? Pas sûr d'avoir bien compris la question. Simplement parce que j'ai compris que le bus dentaire, en fait, pouvait aussi être utilisé, par exemple, pour la vaccination. Est-ce que, du coup, il y a des interactions entre étudiants en odontologie et étudiants en médecine ou voilà. Ah, il nous entend. Peut-être Dr Feltz? Ah. Il nous entend, mais on ne l'entend pas. Je ne vous entends pas. Si vous parlez. Oui, est-ce que vous m'entendez? Super, oui. Merci. Est-ce que vous pouvez juste me redire la question? Alors, en fait, j'avais posé une première question sur la coordination entre les actions de promotion de la santé et les actions de dépistage. Savoir comment vous arrivez à coordonner ces deux types d'approches, finalement, à la fois de prévention et de recours aux soins. Et puis, la deuxième question, c'était sur l'interprofessionnalité, puisque j'ai cru comprendre que votre bus dentaire était utilisé également pour la vaccination, par exemple, ou pour d'autres actions de santé, peut-être. Je sais, on n'a pas tout intégré. Et donc, voilà, savoir comment vous arrivez à organiser cette interprofessionnalité au niveau de la ville de Strasbourg. Ok, je n'ai pas tout entendu, je vais essayer d'y répondre. C'est vrai, comme je vous disais, les choses sont très sectorielles, donc il y a un accord très fort avec la faculté. Il y a même des recherches qui ont été réalisées par rapport à cette santé dentaire des enfants, donc les étudiants bien sûr. Alors une des pistes, mais qui est en cours aujourd'hui, on a la volonté de mettre en place des équipes mobiles de prévention et d'information en santé. Là aujourd'hui c'était des étudiants en pharmacie qui parlaient de tabac avec les parents d'élèves donc devant l'école, à l'entrée et à la sortie de l'école. Demain, ça sera des étudiants en médecine qui vont faire de la prévention par rapport aux perturbateurs endocriniens, notamment pour les femmes enceintes. Et donc, on pourrait aussi penser à des interventions plus globales sur la question de la santé dentaire. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place. Voilà, on a un module maintenant qui est assez organisé, assez structuré sur ces services sanitaires. Donc, on est bien sûr à la disposition de la faculté pour aller plus avant dans cette question-là. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on entend très bien. Je peux prendre peut-être 1 ou 2 questions de la salle maximum sur les 2 interventions, et puis après on embraye sur les 3 autres interventions de la table ronde. Non, la question que je poserai, et qui d'ailleurs est valable pour tous les intervenants d'une manière générale, et c'était un des objectifs de cette journée, c'est de se dire au regard de tout ce qui a été fait, tout ce qui se fait, et je crois qu'on peut se féliciter de tout ce qui a progressé depuis 20 ans, quelles sont les attentes que vous avez aussi aujourd'hui? C'est-à-dire comment vous pouvez vous projeter sur le futur? Quels sont les besoins, les demandes, les évolutions que vous souhaitez qu'il puisse avoir lieu dans le domaine de la promotion de la santé et dans les actions que vous menez et les attentes des institutions avec lesquelles vous travaillez? En tout cas, c'est valable pour tous les autres intervenants. On reprendra cette question à la fin de la table ronde, si tu veux bien. On va peut-être vous quitter, Dr Feltz, pour continuer la table ronde. Enfin, vous pouvez rester en liaison, hein, bien sûr. Mais voilà, simplement, le temps passe. Je vais laisser la parole d'abord Thomas Mercier de l'ARS. On l'a entendu tout à l'heure. Donc, voilà, je souhaiterais donc qu'on reprenne un petit peu le cours des questions qui nous concernent sur la territorialité et sur justement la place des chirurgiens dentistes et puis des chirurgiens dentistes de santé publique justement dans cette territorialité. Alors, vaste sujet. Je crois que la question première était peut-être de resituer les missions de l'ARS sur et ces interventions sous le prisme de la santé orale. Je ne vais pas vous bassiner entre guillemets avec toutes les missions de l'ARS, mais essayer de faire un focus santé orale. Alors quand on parle ARS, peut-être que la première chose à laquelle vous pensez, c'est nos missions les moins sympathiques. Contrôle, inspection et obligations vaccinales récemment, qui doivent bien vous causer, je pense. Heureusement, on ne s'arrête pas là. On a des missions d'accès à la santé, de gestion de l'offre de soins. Ça passe par la démographie des chirurgiens dentistes. On travaille sur les quotas de formation initiale des chirurgiens dentistes. On travaille avec les facultés odonto sur leurs équipements, leur capacité d'accueil. On travaille également sur les aides à l'installation pour lutter contre ce qu'on appelle les déserts médicaux. Et puis, on travaille sur l'accompagnement des nouveaux modes d'exercice. Donc, je pense évidemment au salariat, au centre de santé, mais aussi à l'exercice libéral en structure d'exercice coordonné, telles que les maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc, on essaye de promouvoir ces nouveaux exercices, et notamment dans les lieux où on pourrait avoir des démographies faibles en professionnels. Dans cette gestion aussi de l'offre de soins, on travaille sur les infrastructures publiques pour qu'elles soient adéquates et qu'elles répondent bien aux demandes. On a travaillé sur la rénovation récemment du service, on travaille sur la rénovation du service du CHRU de Nancy, sur le renouvellement des équipements dans les unités sanitaires dans les prisons du Grand Est. Donc je regarde mes consoeurs et confrères qui travaillent en milieu hospitalier et en prison, parce qu'on a fait vraiment un gros travail avec un tour de toutes les unités sanitaires du Grand Est. Quand on visite une unité sanitaire et qu'on se rend compte que le fauteuil dentaire ne se lève plus, ne s'allonge plus et n'a plus d'eau, on a un petit problème d'accès aux soins. Je ne vous fais pas de dessin. Donc heureusement, on met le paquet pour que ce soit un exercice qui soit décent pour le praticien, décent pour le patient, et puis qui soit attractif parce que ça ne jouit pas forcément d'une très grande réputation. Donc je crois qu'on essaie de renouveler ça. On travaille sur des adaptations de dispositifs pour une meilleure équité d'accès aux soins. Et là, encore une fois, je me tourne vers mes confrères et consoeurs hospitaliers avec les passes dentaires, donc pour les plus démunis et les personnes sans droit notamment. Au-delà de ça, on a aussi des missions de promotion de la santé orale et de prévention.
Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce que Géraldine Roset a expliqué sur les actions en milieu scolaire, sur le dépistage et la promotion de la santé orale auprès des enfants scolarisés. Donc, on travaille également, alors en lien avec les services de l'assurance maladie pour une bonne coordination, via l'UFSBD pour intervenir auprès des 6 et 12 ans pour le moment, même si on réfléchit à certaines évolutions du dispositif. On travaille évidemment aussi en lien avec les actions qui sont menées par les facultés de chirurgie dentaire, puisqu'elles interviennent également en milieu scolaire, donc on se coordonne. Et puis également avec d'autres actions locales qui pourraient être menées en milieu scolaire. On peut avoir des actions plus locales via des appels à projets départementaux, ce qu'on appelle donc des AAP ou des AAC, appels à projets, appels à candidature. On en mène beaucoup, alors notamment en Alsace, sur nutrition et santé orale pour les personnes âgées. Donc il y a très régulièrement des AAP qui paraissent sur le site de l'agence, qu'on essaie de diffuser dans nos réseaux de partenaires, pour qu'il y ait des réponses et qu'il y ait des projets qui soient montés, projets innovants, pour aller vers ces populations. Des actions locales également sur les personnes en situation de handicap. On soutient, on accompagne depuis de longues années le réseau en aidant Alsace. Et puis, on a évidemment des missions d'accompagnement de la modification du paysage de la santé. Alors, via les articles 51 et l'innovation, donc je ne reviens pas dessus puisque Géraldine Roset l'a également évoqué. On travaille sur ce qu'on appelle le virage numérique, ça fait bien. En tout cas, on travaille sur la télémédecine orale, bucco-dentaire. On essaie de voir quelle peut être son implication, son utilité, comment elle va s'implanter dans le décor dans les prochaines années. Alors on a des négociations conventionnelles effectivement qui vont arriver en 2023 et qui vont certainement ouvrir la porte à plein de choses, en tout cas on l'espère. Donc voilà, on croise les doigts pour qu'on soit parti dans le bon sens avec les acteurs de terrain du Grand Est et que ça puisse se concrétiser. Maintenant, on a des dispositifs qui sont, je crois, vraiment la clé des actions que vous pouvez mener, acteurs des territoires, qui sont les CLS, les CPTS, donc les CLS, les contrats locaux de santé, qui sont des contrats passés entre les élus et l'ARS pour répondre à des enjeux territoriaux, locaux, ou en tout cas relatifs à une population sur un territoire. Les CPTS, donc ça a déjà été évoqué, on va y revenir je pense juste après, donc j'en dis pas plus. Et puis dans la modification, la transformation du paysage de la santé, on a aussi encore des acronymes, les DAC, donc ont été évoqués les PTA, alors les DAC c'est les PTA de demain, donc c'est les dispositifs d'appui à la coordination, donc les DAC c'est ce qui va rassembler, si vous voulez, tout ce qui formait le paysage jusqu'ici, d'aide à l'appui aux professionnels pour les prises en charge les plus complexes, qu'elles soient sur l'aspect social ou médical. Donc c'est les patients polypathologiques avec des difficultés sociales, des fragilités sociales, des ruptures de prise en charge sur lesquelles les professionnels peuvent être un petit peu dépassés, parfois ne pas savoir où adresser, comment adresser, pas avoir forcément le temps d'accompagner le patient dans toutes les démarches. Et bien demain, on aura les DAC. Alors en Grand Est, on n'est pas forcément les plus en avance, mais les DAC arrivent en 2023. Et on a un enjeu, c'est comment former nos DAC à la prise en charge orale complexe. Et donc, je pense qu'on aura plein de débats très animés en Grand Est et plein de beaux travaux et de beaux projets à mener là-dessus. Et puis enfin, le SAS, enfin les SAS, qui sont l'évolution du 15, du SAMU, comment on intègre aussi la santé orale dans ces questions-là. Alors, on a l'article 51 sur la régulation des urgences dentaires en week-end et jours fériés, un peu précurseur, je crois, de ces travaux-là, donc on espère que ça s'intégrera bien. En tout cas, on est très content en Grand Est d'avoir pu soutenir cette initiative de nos conseils départementaux d'ordre des chirurgiens dentistes du 67 et du 68, qu'on remercie d'être très moteurs sur le sujet. Et donc, voilà, on pense que ça va aussi faire partie du paysage de demain.
Voilà, je m'arrête là parce que je pense qu'on va pouvoir débattre un petit peu. Merci beaucoup. Enfin, moi, je trouve que c'est très important de revenir sur toutes ces missions parce qu'il y a beaucoup de sigles, effectivement, mais beaucoup aussi de possibilités de mettre en œuvre justement des actions par des appels à projets. Donc, je crois que c'est très important et on n'est pas forcément toujours au courant de ce qui se passe. Et juste, je vous poserai une petite question avant de passer la parole aux autres membres de la table ronde. C'est comment vous communiquez justement sur tous ces dispositifs ? Est-ce que c'est via le site ? Est-ce que vous avez une newsletter, par exemple, dont les professionnels de santé pourraient s'emparer ? Voilà, c'est un peu la question piège, mais en même temps, c'est hyper important parce que on n'est pas forcément voilà, toujours au courant de ce qui se fait. Oula. Alors, évidemment, on a un site internet qui n'est pas forcément le site le plus consulté qui soit sur internet. Hein. Je pense qu'on peut se l'avouer. Là où on a un gros progrès à faire, c'est sur la communication du site du PAPS, donc du portail d'accès pour les professionnels de santé, donc PAPS Grand Est, qui répertorie finalement tout ce qu'on met en place comme aide à l'installation, problèmes démographiques, exercice coordonné, soutien à l'exercice coordonné, protocole de coopération, donc tout ce qui est délégation de tâches. Enfin, c'est vraiment une mine d'informations en Grand Est qui est aujourd'hui sous-employé, pas assez connu, hein, je n'ai pas honte de le dire. Enfin si, en fait j'ai honte, mais il faut absolument qu'on progresse. Donc voilà, le PAPS Grand Est, allez y faire un tour, c'est vraiment une mine d'informations. Maintenant, comment on communique avec les représentants des chirurgiens dentistes, alors que ce soit les représentants ordinaux, et également avec les élus RPS. J'ai vu tout à l'heure notre président de l'URPS Grand Est, donc avec qui on se rencontre quand même régulièrement, pas assez, mais régulièrement quand même, dès qu'on a un sujet brûlant. Donc ce sont d'excellents relais pour nous, pour ce qu'on met en place, ce qu'on propose. On a des circuits après variés en fonction des appels à projets, voilà, des choses plus spécifiques. On passe par les établissements de santé, on passe par les facultés, on passe... Voilà, en fonction des thématiques, des sujets, des populations cibles, on a des partenaires privilégiés et des réseaux de communication privilégiés. C'est pas forcément très visible et lisible pour alors le professionnel lambda, c'est pas très joli comme façon de le dire, mais on a nos réseaux de communication et on espère qu'on va progresser pour que ça parvienne à l'ensemble des professionnels plus régulièrement. Merci beaucoup. Donc, on va juste passer la parole à Monsieur Conin, voilà, sur la mutualité. Et puis ensuite, on finira justement par la formation, par le professeur Hamel, qui est président du Collège des enseignants de santé publique. Merci. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Frédéric Conin, je suis directeur de la mutualité française Champagne-Ardenne, service de soins et d'accompagnement mutualiste, donc gestionnaire de structures de soins sur les 4 départements de l'ancienne région Champagne-Ardenne, départements au nom très exotique, Ardennes, Marne, Haute-Marne et Aube. C'est beau, mais ça n'attire pas beaucoup les professionnels de santé. Et je ferai la jonction avec la problématique de territoire également. Donc, la mutualité Champagne-Ardenne gère une 60aine d'établissements, à peu près 600 collaborateurs sur l'ensemble des 4 départements. Et on a une activité d'accès aux soins à travers une vingtaine de centres de santé répartis sur les 4 départements. Un centre de santé que l'on gère, c'est principalement des centres de santé dentaires, mais également 8 centres de santé polyvalents. Alors j'insiste un petit peu sur le centre de santé polyvalent parce que, pour faire aussi un petit peu le lien avec tout ce qui a pu être dit ce matin, le centre de santé polyvalent, c'est la possibilité de faire entendre un petit peu plus facilement la voix de la santé orale, puisque ces centres de santé polyvalents, il y a automatiquement un médecin généraliste, au moins un médecin généraliste qui en fait partie, et ce qui nous permet
d'être plus facilement identifiés dans le cadre des CLS, des contrats locaux de santé, dans le cadre des CPTS. Sans cela, effectivement, je pense que la santé orale aurait bien des difficultés à se faire aussi reconnaître sur les territoires. Donc, par rapport à cette forme de gestion, donc là, j'interviens plutôt en tant qu'offreur que en tant que proposant de solutions, ou en tout cas d'accompagnement. Je dirais que donc sur nos territoires où très globalement la démographie médicale, professionnelle de santé est très faible, Ardennes, Aube et Haute-Marne doivent être dans le top 4 des 10 départements Grand Est les moins dotés. La Marne est un peu à part parce qu'il y a un CHU et donc il y a la ville de Reims qui mobilise l'essentiel de l'offre de santé. Donc nous, depuis au moins 6 ans, on crée en partenariat avec les délégations territoriales ARS principalement, et puis avec les collectivités territoriales, conseil départemental, aujourd'hui conseil régional, on a mis en place des conventions pour essayer de répondre à la problématique donc de la rareté des professionnels sur un certain nombre de territoires. C'est comme ça qu'on a effectivement pu développer sur les zones identifiées prioritaires dans le cadre du schéma régional 2018, des centres là où il y avait, sur quelques territoires seulement, où il y avait des besoins, et donc ça s'est plus facilement fait avec la mise en place d'un partenariat conseil départemental de la Marne, délégation territoriale de la Marne et l'agence régionale de santé, le conseil régional et la mutualité pour développer des centres de santé de façon classique, c'est-à-dire avec des professionnels salariés, et de façon également un peu plus innovante avec des médecins libéraux, des membres notamment d'une maison de santé, d'une EMSP, qui interviennent pour le compte du centre de santé sur un secteur où on était en difficulté. Alors quand on met ça en place, la promotion, la prévention, elle passe un petit peu au second plan. La priorité, c'est quand même d'apporter un accès aux soins. Mais malgré tout, dans le partenariat qu'on a avec donc le conseil régional, conseil départemental et la délégation, comme le département de la Marne a également des difficultés à couvrir par des temps de médecins sur son dispositif PMI dont il a la compétence, eh bien, il s'appuie sur les centres de santé, et donc ça permet à cette occasion de pouvoir également faire du dépistage auprès des jeunes en matière de santé bucco-dentaire, puisque on associe médecins généralistes et dentistes dans cette consultation, dans ce dispositif, que nous a confié le conseil départemental. Voilà très rapidement par rapport à la politique que l'on mène et la stratégie qu'on mène en termes d'implantation territoriale. Sinon, pour dire que la prévention et la mutualité française, c'est quelque chose d'assez historique. Jusqu'en 2006, les offreurs de soins comme nous avions également des missions de prévention tout public. Aujourd'hui, on en a toujours en tant que centre de santé, mais aujourd'hui que l'on cible plutôt au niveau de nos cœurs de métier, si je puis dire. La prévention tout public pour la mutualité, elle a été séparée avec une union régionale qui existe, qui est une entité juridique totalement différente, qui mène des actions grand public, et puis donc les unions territoriales comme nous de gestionnaires. Ça veut dire aussi qu'on rajoute un petit peu une couche au millefeuille de l'accompagnement de la prévention qui, en tant qu'offreur, paraît effectivement assez énorme. Sur les actions qu'on mène en termes d'accès, de prévention, donc bien sûr on participe au dispositif MTDAN.
On est également avec les CPAM acteurs, promoteurs entre guillemets des dispositifs PFIDAS en termes d'information, notamment des personnes les plus éloignées, j'allais dire, des systèmes de santé de façon générale. On accueille à peu près 25% de notre patientèle relève des dispositifs C2S, ex-CMU, avec une progression depuis la mise en place du 100% santé d'à peu près 30% chaque année sur la partie dentaire. Et puis, je dirais qu'on mène des actions de prévention également avec, alors c'est là où je commence à parler millefeuille, avec tous les dispositifs qui peuvent se rattacher, et ils sont parfois nombreux, et ce qui nous laisse un petit peu pantois quant à savoir lequel choisir exactement. Donc on intervient, puisqu'on gère également un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, donc on intervient sur la santé bucco-dentaire de personnes en rupture sociale, sociétale, donc SDF, grande précarité, également auprès des enfants de femmes victimes de violences conjugales, parce qu'on voit qu'il y a également des grandes précarités de santé auprès d'eux. Personnes âgées également, à travers notamment les conférences de financeurs sur, donc un dentiste intervient dans des EHPAD pour, à l'entrée de la personne en EHPAD, faire un bilan bucco-dentaire, pour également accompagner au fur et à mesure, on sait bien sur ces personnes-là, l'impact de la dénutrition sur la santé de manière générale. Et puis, je ferai un petit zoom dans quelques instants sur la prise en charge des personnes en situation de handicap. Nos atouts, si je puis dire, c'est qu'on a des centres avec des spécialistes, donc des médecins généralistes, des dentistes, des médecins spécialistes, qui fait que en matière également de prévention, ou en tout cas oui, on agit en structure de soins coordonnés. C'est également plus facile par rapport à la prévention de l'obésité, la prévention du diabète. Voilà, on a plusieurs actions qui se recoupent. C'est des actions qui sont menées, je dirais, parfois gratuitement, oui, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de notre volonté de tracer des parcours de santé que l'on accompagne ces personnes quand il y a un problème qui peut être détecté par un dentiste et qui puisse se faire renforcer par le spécialiste ou le médecin généraliste. C'est un petit peu ce que devraient faire également par la suite les CPTS. Sinon, voilà, je fais un petit zoom rapide sur la santé des personnes en situation de handicap, parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place en 2018. On l'a mis en place avec le docteur Badran du CHU de Reims. Dans des secteurs comme le nôtre, où je le disais tout à l'heure, l'accès aux soins est assez difficile par le manque de professionnels. Pour les personnes en situation de handicap, c'est évidemment encore plus compliqué, encore plus difficile, voire impossible. Et souvent, on se retrouvait avec des situations en matière de santé bucco-dentaire où la consultation arrivait tardivement, trop tardivement, et c'était bien souvent derrière l'hospitalisation. Pourquoi c'est difficile? Parce que ce sont des soins qui sont plus longs à faire, qui sont plus complexes, notamment en matière de perception de la douleur. Peut-être aussi parce que les équipes, je pense là aux institutions, sont moins formées à comprendre, à percevoir quand un enfant autiste a un problème de dents. Par rapport à son comportement, il faut les accompagner aussi. Et donc on a formé 10 professionnels de santé, dentistes et assistantes dentaires, pour prendre et accompagner aussi bien les familles que les éducateurs. Je suis peut-être un peu trop long.
Juste oui, parce que le temps passe et ce serait bien que la salle puisse participer aussi à certaines questions. Simplement, comment vous avez articulé peut-être cette action très rapidement sur l'handicap avec... c'est vous-même qui avez été porteur de la formation ou vous avez offert, je veux dire, plutôt une structure de soins quel a été le rôle de la mutualité, en fait, dans cette... Alors, on a été porteur d'un projet, effectivement. On a été porteur d'un projet. Et comme je le disais, on a 20 centres sur l'ensemble des 4 départements. On n'a pas souhaité le concentrer sur Reims. On l'a diffusé. Aujourd'hui, il y a 6 centres de santé qui accueillent des personnes en situation de... Avec une politique de réseau entre les centres ? Avec une politique de réseau entre les centres, avec aussi, parce que c'est là le cœur de la problématique, c'est qu'il faut qu'on ait les professionnels qui soient d'accord pour accompagner cette prise en charge. Donc, je vous ai dit, on a aujourd'hui 6 dentistes sur la quarantaine qui sont salariés chez nous, donc c'est pas tout le monde qui le font. Et du coup, on le fait aussi avec des déplacements, c'est-à-dire qu'il y a 3 dentistes rémois qui vont se déplacer sur 2 sites plus celui de Reims. Et aujourd'hui, on accueille à peu près 500, on fait à peu près 500 consultations par an. C'est compliqué, c'est complexe, il faut des médecins, des dentistes investis. Sur ces 500 consultations annuelles que l'on fait, il faut savoir que ça répond à peu près 800 rendez-vous qui sont pris. Ça monte de 12%, mais effectivement, on a un taux d'annulation de dernier moment parce qu'une personne qui est polypathologique, quand elle prend le rendez-vous, elle est disposée. Quand elle arrive sur place, elle ne l'est plus. Et donc, voilà, c'est ça aussi qui fait que les soins pour cette population sont complexes et nécessitent derrière un accompagnement, une prise en charge bien spécifique, effectivement. Et des investissements aussi. Investissements qui vont avec. Donc on a pu le mettre en place en partenariat avec l'Agence régionale de santé qui a accompagné pendant 5 ans le dispositif. Donc il se termine en 2022. Et aujourd'hui on a 12% de fréquentation en plus. Des associations, des centres qui nous réclament de plus en plus, avec ce petit problème aussi qui se rajoute, c'est que nous avons aujourd'hui des centres issus de territoires autres que Champardonnay qui veulent venir. Et maintenant, on retrouve la difficulté du financement quand c'est un département qui contribue au financement. S'il commence à payer pour l'autre département, vous voyez, c'est un peu complexe. Alors que nous, l'objectif, c'est quand même de répondre à un besoin de santé, quel que soit le département. Voilà. Je vous remercie beaucoup. On va peut-être finir cette table ronde par la formation, justement, pour voir un peu quelle est la place des universitaires dans cette réflexion. Bonjour à tous. Merci Sylvie de me donner la parole. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Madame la Présidente, chère Anne-Marie, chers collègues, chers amis, il me revient donc la charge de vous présenter l'association 1901 qui regroupe les enseignants universitaires, contractuels ou titulaires sur le territoire national cette fois, et impliqué bien sûr sur tous les territoires. Ce collège rassemble donc plusieurs missions, puisque contrairement à la médecine, nous nous occupons aussi de médico-légal. Et puis, je vais faire une petite digression. Chronomètre en main, je rassure, puisque j'entends déjà quelques estomacs qui grondent. Je vais vous raconter mon réveil ce matin. À l'aube, dans cette chambre froide et impersonnelle, face à la gare. Non, je me fais plaindre, mais ça allait très bien. J'allume la télé. J'allume la télé et sur France 2, j'entends ce journaliste, et là je suis réveillé assez rapidement, qui évoque le mouvement d'aujourd'hui des internes de médecine générale qui rouspètent, au moins, contre la 4e année d'internat qui leur est proposée. Ça attire mon attention parce que cette discussion sur la 6e année, sur une éventuelle 7e année, est une discussion qui court parmi nous en ce moment également. Et cette année supplémentaire, on sait très bien aussi qu'elle est suscitée par cette réflexion. Quand quelqu'un a passé quelques mois dans un site, il est susceptible d'y rester. Vrai ou faux?
on pourra discuter de ce point. Mais, et le journaliste, donc, explique très brièvement, j'entends ça avant de filer sous la douche, non, mais ces étudiants, ils sont très attachés à la médecine libérale, mais il faut bien quand même qu'ils se rendent compte que leur revenu, c'est la sécurité sociale, et qu'au-delà de leurs droits, ils ont aussi des devoirs. Le ton était assez ferme et donc ça m'a bien réveillé ce matin. Et j'ai envie de vous proposer, au-delà de ces commentaires, quelques éléments de réflexion sur un sujet qu'on va certainement pas résoudre aujourd'hui et quelles peuvent être les missions de nous autres enseignants. Il me semble qu'une des missions principales, avec un nombre réduit, avec une mission scientifique pour nous tous, nous sommes entre 1 et 5 par faculté, 1 pour les moins bien lotis, 5 pour les mieux lotis et certaines nouvelles facultés pas encore fournies en enseignants de santé publique, il me semble que nous nous devons d'interroger nos étudiants, en tout cas les étudiants formés en France, sur leur finalité professionnelle. C'est probablement l'essence même d'une réflexion éthique majeure. Alors, on me dira peut-être aussi qu'il faudrait susciter cette réflexion peut-être avant l'entrée dans le cursus pour bien savoir ce que l'on veut faire d'un cursus de chirurgien dentiste, de professionnel de la santé. Nous sommes dans cette situation-là aussi, parfois confrontés à nos collègues enseignants d'autres disciplines, il faut dire cache ce qui est, qui auraient tendance parfois à faire rêver nos étudiants de cursus professionnels merveilleux, magiques, orientés autour de toutes les belles et magnifiques disciplines que je ne discrédite absolument pas, mais qui ne répondent pas forcément à des besoins stricts de santé publique. Il nous revient aussi sans doute de tenter d'expliquer, ça a été évoqué ce matin, ce fameux concept de démocratie sanitaire. Démocratie sanitaire, ça fait 20 ans depuis la loi du 4 mars que j'essaie de comprendre ce que c'est. Je me souviens à Reims l'année dernière avoir posé la question aux juristes qui étaient en congrès chez nous. La question, ils nous avaient expliqué que c'était un concept assez fumeux et complexe quand on associe ces deux mots démocratie et sanitaire. Pour autant, ça évoque quand même fondamentalement la place des patients et j'ai tendance à imaginer que le concept de démocratie sanitaire prend tout son sens quand on évoque derrière celui de régulation de nos pratiques. C'est dans ce sens, sans doute, par la régulation de nos pratiques, que ce concept prend sens. Nous devons, et c'est notre mission, justement, de penser nos pratiques, et de penser nos pratiques, en particulier aujourd'hui, dans les territoires. Alors, quelques exemples d'implication. Quand il a fallu mettre en place le service sanitaire des étudiants en santé, le collège s'est réuni, on a travaillé, et assez rapidement, souvenez-vous, ça a été mis en place, j'allais dire brutalement, et ça marche, et ça fonctionne, et effectivement, ici et là, on arrive à envoyer nos étudiants ici et là. Ce qui est important dans ce concept de service sanitaire, c'est que les étudiants ont pris l'habitude de travailler ensemble. Ça a été évoqué aussi ce matin, et là, dans un campus santé, je vois pharmacie juste en face, on a ce rôle et cette mission de prendre l'habitude très tôt, début des cursus, c'était pas le cas de mon temps, de faire travailler tous les étudiants de santé, médicaux, paramédicaux, ensemble, avec un seul point commun, un seul point d'ancrage et d'intérêt, me semble-t-il, qui est le patient à prendre en charge. Comment faire pour répondre à des questions de zone en tension? C'est comme ça qu'on appelle. Alors, il y a des expériences, je vais peut-être prendre quelques instants pour vous raconter ma santé, mon territoire, ce qui se passe en Occitanie. La région salarie maintenant des médecins, propose des postes de salariés ici et là en région. Effectivement, et c'est tout le sujet aussi des cours d'insertion professionnelle que l'on mène, le salariat intéresse de plus en plus. Alors on n'est pas encore sur des pourcentages très élevés, mais ça me paraît essentiel de bien expliquer aux étudiants quelle peut être la différence d'exercice entre un exercice dans un cabinet mutualiste, et je travaille beaucoup avec Monsieur Koch, et du groupe Vive dans le sud-ouest, qui propose des implantations de cabinets, non pas en centre-ville systématiquement, mais bien dans des zones sous-dotées. Expliquer aux étudiants la différence que c'est entre un cabinet mutualiste, ses objectifs, ses missions, sa philosophie même, et puis un centre low-cost, qui, quand on cherchera, on ne le trouvera pas dans une zone sous-dotée, on le trouvera dans des zones en général urbaines à fort potentiel.
C'est tout un sujet. Alors les cabinets de collectivité, je reviens brièvement sur ce qui se passe avec les médecins en région Occitanie. La région propose des postes. On commence à s'apercevoir qu'il y a quelques candidats. Alors dentaire, il s'en occupe pas, je pense que les plateaux techniques font un peu peur, mais sur les médecins, on recrute principalement des médecins plutôt en fin de carrière, sur des temps très très partiels. Je suis pas sûr que ce soit une solution très pérenne. Comment donc libérer du temps? Nous, je pense que notre force de frappe, elle tient plus dans le volume que l'on a en étudiants que le volume que l'on a en praticiens hospitaliers. Nous sommes tous bi-appartenants. Encore une fois, nous sommes très nombreux. Quand le collège se réunit, il va le faire la semaine prochaine, on est entre 30 et 40. Par contre, nous avons une force de frappe importante avec nos étudiants et l'objectif est bien, surtout si on doit imaginer une année supplémentaire, d'avoir des expériences en région. Alors, ça se passe chez moi avec les passes, et en particulier avec les passes délocalisées, les passes des CH périphériques. Ça peut se passer avec plein d'autres structures. Les CPTS aussi, là aussi je vais citer une expérience locale. Le CHU de Toulouse est partenaire de la CPS Toulouse Rive Gauche. Et comme nous avons une possibilité d'offre de soins non programmés un peu importante, ça se passe plutôt bien. Donc, un mot aussi peut-être sur des enjeux de télémédecine. Je suis parfois un peu d'humeur chafouine avec ces questions de télémédecine, parce que je trouve toujours très frustrant alors, certes, dermatologie buccale, très bien. On a une réponse rapide, efficace, c'est bien. Mais j'en discutais ce matin. Télémédecine pour dire, oui, vous avez besoin de soins, vous avez besoin. Mais derrière, on fait comment ? Et donc, la force de frappe derrière, elle n'y est pas. Donc, chère Sylvie, 7 minutes 50, je suis prêt aujourd'hui, tout de suite, et dans les jours, semaines et mois à venir, à un brainstorming sur ces sujets qui nous passionnent et nous rassemblent. Merci. Merci beaucoup. Olivier, je vais juste prendre une petite question que je voudrais poser pour rebondir sur tout ce que vous avez dit à Olivier et Thomas Mercier, justement sur, et après je vous laisse la parole bien sûr à la salle, juste par rapport à ces concepts de démocratie sanitaire et de CPTS et de régulation des centres de santé. Je crois que et de motivation des dentistes libéraux à intégrer des CPTS, voire des contrats locaux de santé. Et je me demandais, est-ce que l'ARS aurait un rôle à jouer justement sur cette motivation et cette... Alors juste avant de laisser répondre notre collègue de l'ARS, une remarque. Je crois, là encore une fois, que c'est notre force pour aller du droit à l'éthique, de la santé publique à l'éthique, de rassembler au sein d'une même sous-section à la fois l'épidémiologie, la prévention et le droit. Par exemple, il ne me semble pas que dans les CRSA, il y a beaucoup de chirurgiens dentistes. Donc voilà, je voudrais savoir, parce que les conférences régionales de santé, justement, et des usagers, il y a des patients, mais la question, effectivement, de la santé orale est peu abordée dans cette CRSA. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez, éventuellement, comme alternative ? Eh bien, je n'ai que des questions sympas aujourd'hui. Je pense que déjà, on a un gros travail à faire en lien avec les facultés pour faire connaître les nouveaux dispositifs. Donc, tous nos acronymes absolument horribles, CLS, CPTS, MSP, pour que les futurs chirurgiens dentistes de demain sachent comment s'intégrer dans le paysage et choisissent les modes d'exercice qui leur correspondent le plus. Ça c'est vraiment le premier élément de réponse. Maintenant, la question de la démocratie sanitaire, alors elle est extrêmement importante puisque c'est finalement du terrain que devraient être définies les politiques régionales ou nationales de santé. Et donc le PRS, le projet régional de santé, la feuille de route de l'ARS, qui va déterminer là où on met les moyens, là où on met notre force de frappe, est discuté, concerté avec donc, ce qu'on appelle la CRSA ou l'AXOS. Alors, CRSA,
je regarde mes notes pour pas l'écorcher, conférence régionale santé et autonomie, CSOS, commission spécialisée de l'organisation de soins. Ce sont des instances donc, qui réunissent des usagers, des professionnels, des élus et qui permettent de débattre à intervalles très réguliers sur les orientations qu'on souhaite prendre à l'ARS. Effectivement, très peu de chirurgiens dentistes dans ces instances, puisqu'on a seulement un poste suppléant occupé par l'URPS chirurgien dentiste Grand Est. Donc autant dire que très peu de représentation des professionnels et représentants des usagers, j'ai presque envie de dire encore moins, puisque nous n'avons pas, ni nationalement, ni régionalement, d'associations dédiées à la santé orale qui participent à ces instances. Ça ne veut pas dire que la santé orale n'est pas abordée, puisque toutes les associations qui portent sur les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques, etc., peuvent se saisir du sujet de la santé orale et le mettre sur la table lors de la CRSA. Mais effectivement, ça veut dire que ce n'est pas régulier, ça veut dire que ce n'est pas constant, et c'est un vrai problème. Solution est peut-être d'essayer de créer quelque chose qui soit représentatif de la santé orale, mais c'est toujours très délicat, puisque la santé orale, dans nos discussions, elle s'exprime très généralement par des populations spécifiques. Quand on pense problématique de santé orale, on va aller vers la petite enfance, vers la personne âgée, vers la personne en situation de handicap, la personne en situation de précarité. Donc finalement, est-ce qu'il doit y avoir une instance, une association de santé orale qui représente ça, ou est-ce que c'est aux associations spécifiques qui représentent ces populations de s'en saisir, sous l'impulsion peut-être de nous qui sommes réunis aujourd'hui et qui sommes très sensibles à ces sujets? Je ne sais pas, je pose la question. Je pense qu'il y a vraiment un axe de réflexion majeur à ce niveau-là. Je vais me sortir de ce marasme en disant qu'on a quand même les CNR actuellement, les CNR qui permettent donc d'avoir des concertations pour faire évoluer le système de santé. Donc c'est une chance, parce que le CNR, on ne sait pas si ce sera renouvelé, comment, quand, etc. Donc je crois qu'il faut s'y investir maintenant. Il y a une vraie occasion. En Grand Est, 2 types de concertation. Je fais la pub pour chez nous. Une concertation par arrondissement qui permet à n'importe qui de participer. Il faut juste se mettre en lien avec les délégations territoriales des ARS pour pouvoir être invité. Donc tous les liens sont sur le site. Pour une fois, on est à jour sur notre site. Sur le site de l'Agence régionale de santé, donc allez-y. Et puis on aura des concertations plus départementales et régionales où là, nos élus professionnels seront représentés normalement et donc participeront à ces concertations. Mais je crois que les concertations par arrondissement, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire remonter les initiatives de terrain et les besoins de terrain. Donc il faut y aller. Merci beaucoup. Effectivement, c'est des pistes qui me semblent très intéressantes. Et je rebondis aussi, je reprends ma casquette universitaire, sur justement les modalités d'exercice. Je veux dire, régulièrement, en fin de 6e année ou en début de 6e année, on a une journée avec le Conseil de l'Ordre. On pourrait peut-être envisager que l'ARS soit effectivement partie prenante de ce genre de journée sur la présentation des différentes modalités d'exercice. Je crois que ça serait vraiment important à l'issue de cette journée de se pencher là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a on prend peut-être 5 minutes pour des questions de la salle? Merci. Nathalie Christol-Égou, je suis chef du service de promotion de la santé bucco-dentaire au niveau du conseil départemental du Val-de-Marne. Juste par rapport à la question de renforcer la thématique de la santé orale en lien avec les contrats locaux de santé ou les CPTS, je pensais notamment, donc je m'adresse à l'ARS notamment, à la redéfinition du projet régional de santé à venir, le PRS 3, prochainement, qui pourrait peut-être être un levier pour intégrer peut-être plus fortement la santé orale. Je sais pas. Une question, une proposition.
Alors, en Grand Est, on avait un volet bucco-dentaire, enfin santé orale, dans notre PRS actuel. Donc, je ne sais pas s'il sera maintenu, modifié, amendé dans la prochaine version. J'espère. On verra bien. En tout cas, ça ne nous empêche pas de travailler sur les nouveaux dispositifs du paysage, CPTS, CLS, sous le prisme bucco-dentaire, puisqu'on a comment dire, outiller toutes nos délégations territoriales d'un kit de discussion avec les élus dans le cadre des CLS sur la santé orale. Donc, quelles actions peuvent être déployées, avec quels partenaires, qui peut être mobilisé, donc évidemment faculté, services sanitaires, services hospitaliers, UFSBD, associations, autres. Enfin, voilà, on a vu vraiment très très large. On a essayé de dresser un panel. On a fait un kit et on est en train de travailler sur le principe des CLS en Grand Est pour essayer de mettre une espèce de liste de missions socle, je vais appeler ça comme ça, qui serait presque à inscrire automatiquement dans un CLS. Donc, à nous, aujourd'hui, de nous battre pour qu'en Grand Est, dans ces missions socles, il y ait la santé orale. Je crois que c'était plutôt en bonne voie, on verra si c'est maintenu. Oui. Bonjour à tous, Jérémy Bazard, je suis chirurgien dentiste au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, responsable du centre de santé dentaire mobile. Je suis également praticien hospitalier à la prison de la santé comme dentiste. Je trouve très intéressant la réflexion d'Olivier Hamel. Enfin, toute la question de la 6e année, moi c'est une question que j'aborde avec les étudiants que je reçois aussi. Ils ne sont pas du tout opposés à cette 6e année et surtout qu'elle permettrait, enfin, en tout cas en Seine-Saint-Denis, de résoudre un certain nombre de problèmes liés à la désertification des territoires et également à la prise en charge de tout un tas de gens qui sont éloignés soit physiquement du soin, soit socialement. Et notamment, ça permettrait de prendre en charge pas mal d'enfants, des personnes en situation de handicap, ou même des personnes qui ne sont pas dans cette situation. Mais donc, c'est quelque chose qui serait intéressant. Ça permettrait de résoudre pas mal de problèmes. Mais tant qu'il y a cette liberté d'installation, ça risque de poser un problème. Enfin, c'est un autre débat, mais moi, je suis prêt à l'avoir parce que vraiment, c'est quelque chose qui est intéressant. Et par ailleurs, c'est vrai que l'exercice en centre de santé, alors on a parlé des centres de santé mutualistes, mais il y a les centres de santé municipaux également, centres de santé qui ont des services dentaires, des centres de santé du département et des centres de santé de l'assurance maladie qui sont aussi des modes d'exercice différents. J'étais très heureux de voir que le CDF proposait des consultations avec des forfaits. Je ne savais pas du tout que c'était envisageable de la part d'un syndicat libéral. Enfin, c'était intéressant sur l'article 51 dont on a parlé tout à l'heure. Mais voilà, le mode d'exercice en centre de santé est quelque chose qui est peu connu en fait dans les facs et on est finalement assez peu sollicité nous pour expliquer ce qu'on fait au quotidien et comment on travaille. Donc c'est vrai, moi je suis très intéressé aussi pour participer, pour expliquer aux étudiants ce qu'on fait quotidiennement, d'autant plus que quand on discute encore avec eux sur le projet professionnel de certains étudiants, pour moi il est dramatique parce que certains veulent ouvrir un centre de santé, mais pas du tout pour y travailler, évidemment. Ils veulent être gestionnaires de centre de santé parce que c'est ça, pour eux, l'avenir de la profession. C'est d'ouvrir un centre de santé et de le gérer, quoi. Pas de soigner dedans et de gagner de l'argent comme ça. Donc là, il y a un vrai travail à faire sur... voilà, c'est pas ça la vie, quoi. Ben oui, merci. Deux remarques très brèves. Je pense qu'on n'échappera pas un jour à une réflexion sur où mettons le curseur entre incitation et coercition, même si c'est un débat qui, dans la profession, est ultra sensible, mais on voit bien les limites de l'incitation. Le CESP, ça ne marche pas. Le CESP intéresse uniquement des étudiants qui sont déjà sûrs d'aller dans tel ou tel endroit. C'est la première remarque. Et puis la deuxième remarque qu'on va avoir à se poser un jour, c'est sur un cursus en France, finalement peu onéreux pour le futur professionnel de santé, à un moment ou un autre, et particulièrement 6e ou 7e année, si elle doit arriver, comment on rend service à la société? Juste un mot par rapport à ce que disait Nathalie. Je pense que c'est vraiment très important, et là je profite de la présence de beaucoup d'institutionnels, syndicalistes, mutualistes, ordres et bien d'autres, pour dire que les plans régionaux de santé qui sont en train de se préparer pour 2023, qui vont aller jusqu'en 2028, c'est fondamental. C'est-à-dire de ne pas prendre en compte, ne pas inciter à être présent dans ces préparations de ces plans régionaux de santé, ça me semblerait bien dommageable en santé orale parce qu'on est souvent un peu oublié. On va juste donner la parole à M. Conat.
Je voulais juste apporter deux témoignages sur le statut. Aujourd'hui, on est dans des territoires, en tout cas pour ce qui me concerne, où la démographie médicale fait qu'on ne vient pas opposer un statut à un autre, on est complémentaires, tellement malheureusement il y a du besoin à couvrir. C'est aussi un parcours, nous ce qu'on revoit par rapport à nos collaborateurs, c'est qu'on est dans des parcours de vie, et de vie aussi bien professionnelle que personnelle, c'est-à-dire effectivement, tout le monde le sait aujourd'hui, que ce soit en médecine mais aussi en dentaire, le temps de présence dans le cabinet, il va être différent, il est déjà différent de ce qu'on pouvait connaître il y a encore 15 ans, 20 ans. Et donc, il faut prendre en compte pourquoi il est différent, parce qu'il y a une prise en charge aussi plus prépondérante du personnel. Donc, on voit des parcours, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sortent de la fac, qui viennent d'être thésés, qui démarrent pendant 5-6 ans, puis ensuite ils vont partir en libéral. Et puis, effectivement, plutôt en fin de carrière, ils vont revenir en salariat. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est complémentaire aussi. Ce sont les parcours. Ensuite, ce qui est quand même aussi compliqué pour dire que le salariat, c'est peut-être une solution pour aller, pour avoir un dentiste, pour avoir un médecin dans un territoire où il y a quasi plus de professionnels de santé. C'est quand même que d'expérience, on voit que l'étudiant, quand il démarre, il est quand même très attaché à son environnement étudiant, c'est-à-dire qu'il a fait ses études, il est installé, je prends l'exemple de la Champagne-Ardenne sur Reims. Il a du mal à faire les 25 ou 30 kilomètres pour aller sur un territoire plus désert. Et aujourd'hui, on fait ça. C'est-à-dire qu'on a une quinzaine de dentistes sur Reims. Et puis, chaque jour, il y a un qui va faire une permanence dans un centre. Le lendemain, c'est un autre, etc. C'est comme ça aussi qu'on couvre la présence sur les territoires. Puis le deuxième exemple que je voulais citer, c'était sur la représentation au sein des différentes instances. C'est vrai que les élus qui pilotent les CPTS, pas les CPTS, pardon, les CLS, mais aussi dans le cadre des CPTS, c'est fortement regardé sous un seul prisme, celui de la médecine, de l'accès à un médecin. Il nous faut un médecin. Les quelques CPTS auxquels on participe, et on participe un peu plus à des CLS, parce qu'il n'y a pas de la CPTS partout encore, quand on est sollicité, nous on vient, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, en disant, mais quelqu'un qui a une mauvaise santé bucco-dentaire, il va automatiquement générer à un moment ou à un autre également un problème de santé de manière très générale, et donc je trouve qu'on est un peu plus... on fait un peu plus facilement sortir la voie de la santé bucco-dentaire à travers ce prisme-là. Enfin, on élargit le prisme. Ce qui est dommage, c'est que très souvent, le secteur libéral est peu associé aux travaux CLS et même CPTS. Beaucoup plus de médecins y sont associés, le médico-social, l'hôpital. Mais oui, effectivement, c'était la statistique de tout à l'heure, les 2%, très peu de dentistes libérales pour porter cette voie. Il y a d'autres questions? Après, peut-être on va clore. Donc, je voulais remercier M. Connard de sa présence. Je suis le docteur Moussa Badran. Donc, effectivement, on a formé les chirurgiens dentistes anciens, entre guillemets, en formation continue, et on vous a fourni des chirurgiens dentistes jeunes déjà formés. Donc, pour couvrir ce territoire, et ils font effectivement ce travail de couverture pour des soins spécifiques. Et nous vous invitons aussi tous les ans pour faire cette insertion professionnelle et expliquer les différents types d'exercices que peuvent avoir les chirurgiens dentistes, d'où votre fort taux d'étudiants en général pour exercer et couvrir tous les besoins. Alors pour les soins spécifiques également, alors on n'a pas de réseau en Champagne-Ardenne à proprement parler, mais bon, ça Thomas le sait, on a un réseau informel. La preuve, c'est que ça marche, sans financement de l'ARS.
Et donc, c'est par la formation, par l'incitation, etc. Bon, formation, enfin, en tout cas, pas chez nous. Et puis, il existe en fait une structure nationale qui fait des soins spécifiques, la SOS, merci Alain d'être là, et qui pourrait effectivement être sollicitée pour ces travaux avec l'ARS. Donc, j'avais juste ces petites précisions à faire. Merci. Alain, il est content. Je pense qu'on prend une dernière question vraiment ultime, hein, Fabien. Voilà. Pardon, c'est pas vraiment une question, je vais juste rebondir sur ce qui a été dit. Alors, je suis Marie Bizard, je suis vice-présidente de l'URPS Hauts-de-France. Donc, à ce titre-là, je parle au nom des libéraux et je suis donc à côté de mon camarade président de l'URPS Grand Est. Et donc, juste toujours rappeler qu'à ce jour, on est à au moins, pour pas dire de bêtises, plus de 80% de praticiens, d'offreurs de soins dentaires, c'est le libéral. Donc, je rebondis sur ce que vous avez dit, Jérémy. C'est la comparaison avec l'Île-de-France, elle est compliquée parce que nous, on n'a pas de centre communautaire de soins, on n'a pas de centre hospitalier. Les Hauts-de-France que je connais, des centres hospitaliers, odontaux, soins conservateurs, il n'y en a pas beaucoup. L'essentiel, ils font de la chire. Donc, il n'y a pas de terrain de stage. Puis si on parlait des étudiants en 6e année pour aller dans les zones sous-dotées, je pense qu'il y a le système français, pour moi, il marche sur deux jambes, le libéral et l'hospitalier. Ça a toujours fonctionné comme ça. De même, enfin, le secteur privé, le secteur public. Et donc, on a besoin de ces deux jambes. Et on sait très bien, je vous entendais parler du salariat. Évidemment, je suis aussi vice-présidente de FSDL. D'ailleurs, le forfait prévention, ce n'est pas les CDF, hein, c'est FSDL. Le forfait prévention, c'était notre projet avec l'UNCAM. Et donc, ces deux jambes-là, l'articulation libérale-hôpital, il est important parce que c'est des questions de plateau technique. C'est aussi des questions d'ambition de départ. Enfin, j'ai aussi été enseignante à la fac. Je pense que les jeunes, quand ils démarrent leur vie estudiantine, ils ne s'imaginent pas forcément au départ salarié. Après, c'est plus confortable aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a besoin aussi à la fac d'expliquer que nos cabinets dentaires sont des entreprises. Et ça doit faire partie du cursus aussi dans les facs. Et on sait très bien, et les études pour les médecins le démontrent, aujourd'hui, pour remplacer un libéral, il faudra au moins 2 salariés. Parce que les 35 heures, parce qu'on n'a pas la même amplitude horaire de soins quand on est libéral et quand on est salarié. Donc, c'est pas la panacée. Le salariat n'est pas la panacée, il faut les deux. Merci beaucoup. Ça rejoint en tout cas ce que je disais par rapport au plan régional de santé. C'est à ce moment-là qu'il faut introduire des choses qui manquent. Mais la question, c'est la pluralité des modes d'exercice. C'est pas tellement de centrer sur un mode d'exercice. Pardon. Et la coordination surtout de tous ces modes d'exercice. Donc le salariat, c'est un mode d'exercice parmi tant d'autres qu'il faut aussi promouvoir malgré tout parce que il n'est pas tout à fait normal que 90% effectivement de la profession soit strictement libérale quand on sait quels sont les besoins de soins dentaires dans toute la population française. Bon, je pense qu'on va conclure cette table ronde en remerciant vraiment vivement tous les membres de la table ronde. Et puis, vous êtes appelés à déjeuner, je crois. Je laisse les organisateurs.